Pour tous les enfants de France tombés au champ d'honneur, je vous demande d'observer une minute de silence. Monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le conseiller régional, mesdames les maires adjointes, mesdames et messieurs en vos noms et qualités, chères Meudonnaises, chers Meudonnais, empêchés par les circonstances de participer à notre cérémonie, cette année, je m'adresse à vous en vidéo, conformément aux règles sanitaires imposées par la crise que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant. Je mesure et partage la déception de nos valeureux porte-drapeaux, présidents d'associations d'anciens combattants qui ont pu déposer une gerbe quelques minutes avant nous, membres du conseil municipal des jeunes, scouts, de ne pouvoir défiler ou même pour certains participer à la traditionnelle messe pour la France célébrée en l'église Saint-Martin. Je sais la déception de celles et ceux qui, nombreux, participent chaque année à cette cérémonie. 6 de vos représentants élus ont néanmoins été autorisés en votre nom à venir se recueillir devant ce monument aux morts et je les remercie de leur présence. Malgré ce contexte si particulier, il était en effet essentiel de maintenir un temps de commémoration pour nous souvenir d'un conflit destructeur, honorer nos morts pour la France d'alors et ceux tombés depuis. Plus d'un siècle a passé depuis la signature de l'armistice. Le 11 novembre 18, c'est le soulagement partout en France, tant pour nos poilus qui se sont sacrifiés pour la nation, que pour nos civils, durement impliqués dans cette guerre qui fut totale. Soulagement donc, mais teinté d'un sentiment d'amertume, de tristesse, en écho à cet immense gâchis que furent ces 4 années de massacre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Europe est meurtrie, le territoire est ravagé et les pertes matérielles et humaines sont considérables. Le continent est exsangue, secoué par la redéfinition des frontières, par des bouleversements politiques, économiques, sociaux et sanitaires. La grippe espagnole ajoute entre 25 et 30 millions de morts aux 10 millions de morts du conflit. Cette guerre, que l'on espérait courte, que l'on croyait être la der des der,
fut en réalité totale, mobilisant toutes les ressources du pays, laissant un vide immense dans sa pyramide des âges et dans chaque famille de France. À la mort s'ajoute l'innovation destructrice. Des armes et des techniques modernes apparaissent, gaz de combat, chars d'assaut, mitrailleuses, barbelés, aviation. Le résultat est sans appel, 8 millions de Français appelés, 1,4 million de morts, 4 millions de blessés, de mutilés, de gueules cassées. Le 11 novembre 1918, la joie peine à recouvrir le deuil et les blessures des âmes et des corps. La France des clochers se couvre de monuments aux morts pour honorer ses fils, soldats de la métropole et coloniaux, pour remercier ses alliés. Le général de Gaulle, dont nous commémorons le cinquantenaire de la mort, à 23 ans en 14, blessé 3 fois, laissé pour mort à Douaumont. Il est fait prisonnier et tente 5 fois de s'évader. Un destin se forge. À nous de célébrer, d'honorer ses pères, ses maris, ses frères, ses fils partis en guerre. À nous de ne pas oublier, de dire notre reconnaissance à ses mères, ses épouses, ses sœurs, qui de l'arrière ont continué le combat malgré les restrictions et le chagrin. À nous d'entretenir le souvenir pour inspirer et impliquer les nouvelles générations. Un engagement mémoriel d'autant plus nécessaire que Meudon a été marqué par les conflits, dans sa chair comme dans sa terre. Ne pas oublier devient alors d'autant plus nécessaire pour notre commune. C'est le sens du récent ouvrage du souvenir français sur les lieux de mémoire de la guerre 1870-1871 dans les Hauts-de-Seine, où Meudon compte un monument aux morts au cimetière des Longs-Réages. Déjà à l'époque, Meudon est occupé par l'ennemi prussien, puisqu'entre septembre 1870 et mars 1871, notre ville est occupée par 4000 soldats prussiens et leurs 600 chevaux, qui s'établissent au château de Meudon et sur les hauteurs de la ville. Des maisons sont détruites, de nombreux Meudonnais sont emprisonnés. C'est aussi ce qui a guidé le remarquable travail d'Emmanuel de Clercq, un ouvrage, une somme devrais-je dire, sur Meudon dans la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite à commander cet ouvrage en écrivant à l'adresse mail indiquée en sous-titre de cette vidéo. Pour la Grande Guerre, le sacrifice est plus grand. Environ 3500 Meudonnais sont partis au front, dont 471 n'en reviendront pas. Et Meudon est l'illustration édifiante de ce que la mobilisation de toutes les ressources du pays a permis. 4 lieux de notre ville en témoignent singulièrement. Ils en sont encore aujourd'hui les symboles. L'église Saint-Martin, où sont écrits en lettres de sang les noms de ces Meudonnais qui ne sont pas revenus du front. Le château de la duchesse de Galliera, aujourd'hui village éducatif Saint-Philippe, hôpital de guerre au même titre que la maison des missions, aujourd'hui disparue. L'occasion pour moi de saluer la figure du père Brottier, 5 fois cité à l'ordre de l'armée, fondateur des orphelinats apprentis d'Auteuil et de l'Union nationale des combattants avec Georges Clémenceau pour unir sous la même bannière laïcs et catholiques. Clémenceau rappellera d'ailleurs que si nous avons gagné la guerre, il faut désormais gagner la paix, nous réconcilier aussi avec l'ennemi d'hier. L'hôtel de Bellevue, alors propriété de la danseuse Isadora Duncan, qui le mit à la disposition des troupes américaines. Enfin, le hangar Y et l'atelier aérostatique de Chalais, où furent inventés et produits les ballons Caco, artisans de la victoire du renseignement et de l'observation. Auquel j'ajouterai à cette liste le lieu même où nous nous trouvons actuellement, où fut testé et développé le char de la victoire, le Renault FT-17. Des réussites technologiques qui n'augurent pas une victoire au goût amer, tant les pertes humaines et les destructions furent importantes. Un conflit d'une absurdité sans nom qui n'aura même pas eu le mérite d'expurger les passions guerrières des nations et d'amener enfin la paix sur notre continent.
car en 18 étaient déjà porteurs les germes de 1939. La suite, nous la connaissons que trop bien. L'Europe sera à nouveau déchirée face à la montée du nationalisme et du fascisme. Aujourd'hui, l'Europe est en paix depuis 75 ans et le couple franco-allemand est le moteur économique et politique de notre continent. Pourquoi donc continuer à commémorer, surtout dans le contexte sanitaire que nous connaissons et alors que tant d'autres manifestations sont annulées? Pourquoi nous rassembler, année après année, à contempler ce sinistre passé? Pourquoi revenir sur ces temps de fureur et de destruction qui sont bien heureusement si éloignés de nous? À vrai dire, renoncer à tout cela au nom du temps qui passe serait une erreur. Il serait faux et dangereux de croire que nous n'avons plus d'ennemis, que notre société et ses valeurs ne sont plus en danger. Le fanatisme islamiste d'aujourd'hui répond au fanatisme totalitaire d'autrefois. Cette menace est bien réelle et nous n'en avons eu que trop de rappels douloureux ces dernières semaines. La liberté est une valeur cardinale de notre société, qu'elle soit de penser, de dire, de moquer, de dessiner, d'enseigner, de croire, de ne pas croire. La liberté est au centre de tout. Et c'est précisément cela qu'on attaque, une société basée sur la liberté, la laïcité, l'égalité femmes-hommes. Ceux qui nous attaquent ne supportent pas l'altérité, ils rejettent toute forme de différence. Tragique raccourci de l'histoire que l'entrée au Panthéon aujourd'hui même de Maurice Genevoix et avec lui ceux de 14. Après des années de mobilisation de Bernard Maris, le compagnon de sa fille, tombé sous les balles des frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo. Face à ce terrible constat, la pire erreur serait celle de la compromission. Là aussi, apprenons du passé. Ceux qui ont tenté de négocier avec le nazisme, ceux qui ont fait des concessions face au fascisme n'ont rien obtenu, que la guerre. Aujourd'hui, nous ne devons rien céder. Soyons intransigeants car ceux qui nous combattent le sont. Nous devons cette intransigeance à toutes celles et ceux qui en ont été victimes ces dernières années et ces dernières semaines. J'ai une pensée émue pour eux. Je serai vendredi à Sèvres, au monument hommage aux victimes du Bataclan, dont Franck Pitiot me donnait. J'ai aussi une pensée pour ceux qui, à l'extérieur de nos frontières, combattent nos ennemis. Tous les jours, des milliers de combattants français déployés partout dans le monde œuvrent à notre sécurité. Aujourd'hui, ce matin, nous entourent des hommes de régiment de Tarbes qui interviennent au Mali. À cette lutte externe, j'ajoute un combat aussi à l'intérieur de nos frontières. Et je veux rendre hommage aux forces de sécurité intérieure, nos gendarmes, policiers nationaux et bien sûr municipaux, en première ligne, et dont certains se sont illustrés à Nice lors de l'attentat du 29 octobre. À leur combat, nous devons ajouter un travail de fond qui passe par nos écoles. La bataille militaire est vaine si nous, élus, responsables associatifs, responsables religieux, enseignants, parents d'élèves, simples citoyens, ne menons pas une bataille idéologique et culturelle. Nous avons tous une responsabilité collective dans ce qui se joue. Et c'est aussi pour cela que ces commémorations et ces temps de mémoire restent fondamentaux, car ils sont tournés vers l'avenir, vers nos jeunes générations qui auront un jour à reprendre ce flambeau, à défendre nos valeurs face à des menaces toujours plus insidieuses. En ce sens, je souhaite vivement saluer le travail mené par ma collègue Saïda Belaïd avec le concours d'Emmanuel Declercq, qui ont construit avec de nombreux partenaires éducatifs et associatifs un mois de novembre dédié à la mémoire. Un travail particulièrement nécessaire et je les en remercie, même s'il devra se concrétiser plus tard, confinement oblige. Mesdames et messieurs, ce 11 novembre est à l'image des mois qui précèdent. Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent, est à nouveau frappé par la barbarie. Plus que jamais, en ces temps douloureux, il est primordial de se recentrer sur ce qui fait notre société, sur ces valeurs pour lesquelles tant se sont sacrifiés. Nous ne les oublierons pas et nous saurons ensemble, j'en suis certain, nous en montrer dignes. Je vous remercie.
C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée, pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité, en hommage du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent dans le champ d'honneur. Nous ne les oublierons pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la Nation rend un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.